L'Afrique est le continent où il est le plus dangereux d'être président de la République. Oui, depuis 1950, plus de 200 coups d'État ont été recensés et pas moins de 22 présidents africains ont été tués au pouvoir. Dans cette vidéo, on vous a préparé un petit top des présidents africains assassinés au pouvoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Ekema News, de liker et de partager pour recevoir toujours plus de contenu lié au continent. Allez, c'est parti, on démarre. Numéro 1, Samuel Doe au Libéria. C'est l'une des morts les plus tragiques de l'histoire africaine. En 1985, Samuel Doe, qui est arrivé au pouvoir par coup d'État en 80, remporte les élections que tout le monde qualifie de frauduleuses. Pendant 5 ans, le pays s'enfonce dans la crise jusqu'au déclenchement d'une guerre civile en 1990. 3 camps s'affrontent alors, celui de Prince Johnson, celui de Charles Taylor et celui du président Samuel Doe. Ce dernier est capturé par Prince Johnson et ses troupes en direct à la télévision. Il est torturé. Ses oreilles et ses doigts sont coupés. Tout ça pendant que Prince Johnson boit une bière. Non, vous n'êtes pas à la première d'un film à Hollywood, c'est la vraie vie. Il est ensuite exécuté par balle dans la tête, plusieurs, et son corps est exposé dans la ville de Monrovia. Prince Johnson perdra ensuite la guerre contre Charles Taylor et deviendra, tenez-vous bien, pasteur. Ça devait être assez particulier, une messe présidée par un extorsionnaire. Numéro 2, Sylvanus Olympio, du Togo. Sa mort est l'une des plus célèbres, mais aussi l'une des plus obscures. En effet, à partir de 1960, Sylvanus Olympio veut se passer de la France et l'annonce dans tous les médias. La France ne l'accepte pas. Son sort est scellé quand il brandit la menace de sortir du franc CFA. Ça rappelle quelqu'un. Le 12 janvier 1963, à 23h, un commando de 6 hommes attaque la résidence présidentielle. Sylvanus et son épouse, Dina, sont déjà couchés. La résidence n'est gardée que par 2 malheureux policiers. Mais comme les assaillants mettent plusieurs minutes à enfoncer la lourde porte d'entrée, le président a le temps de descendre et de sortir par une fenêtre, de traverser le jardin et d'escalader le mur qui sépare son domicile de l'ambassade des États-Unis. Il se cache alors sous une voiture garée dans la cour. C'est là que les choses deviennent floues. Il est cependant trouvé et tué plusieurs heures plus tard par des mutins, sans doute trahis par l'ambassadeur de France qui avait mis au courant l'ambassadeur américain du coup d'État. Gnassingbé Eyadema, le père de Faure Eyadema, se vantera plus tard de l'avoir exécuté de ses propres mains. Fierté mal placée, vraiment, quand tu nous tiens. Numéro 3, Thomas Sankara au Burkina Faso. L'illustre panafricaniste mort pour ne pas trahir ses soi-disant amis. Le jeudi 15 octobre 1987, à 16h, une réunion doit commencer à Ouagadougou au Conseil de l'Entente. Thomas Sankara arrive dans sa R5 noire. Il a un peu de retard. Il est en tenue de sport, il porte un survêtement rouge car le jeudi, c'est jour de sport de masse. Il vient de s'asseoir. Alouna Traoré, collaborateur de Sankara qui rentre de mission du Bénin, prend le premier la parole. À peine a-t-il commencé que des tirs retentissent. Alouna Traoré ne le sait pas encore, mais les tirs viennent d'un groupe de militaires qui a pris position autour du bâtiment. Le commando a abattu les gardes du corps de Thomas Sankara, sa garde rapprochée. Sankara ajuste alors son survêtement, se souvient Alouna Traoré, et les mains en l'air, il sort le premier de la salle, dignement. Aussitôt, il est froidement abattu sur le perron de la salle de réunion, puis ses compagnons doivent sortir eux aussi tour à tour sous les injonctions des assaillants. Ils sortent un à un par l'unique porte de sortie. Tous sont exécutés. Tous, sauf Alouna Traoré. Le gouvernement mis en place par son ami, Blaise Compaoré, annonce qu'il est mort de cause naturelle. Toi-même qui écoutes là, vérifie bien s'il n'y a pas un Blaise Compaoré qui traîne dans ta liste d'amis. Il pourrait t'aider à mourir plus vite de cause naturelle. Numéro 4, Marien Ngouabi au Congo. Sa mort est connue de tous les Congolais et continue d'être une énigme à Brazzaville. Qui a tué Marien Ngouabi le vendredi 18 mars 1977 ? Chargé de cours en première année, le professeur Ngouabi commence cette journée à la faculté des sciences à l'université de Brazzaville. De retour à la présidence, il accorde une audience au président de l'Assemblée nationale, Alphonse Moïsa Poati, puis au cardinal Émile Biayanda. À l'heure du déjeuner, le président est à table avec sa famille. Céline, son épouse, est à terme. Comme il fait chaud, son fils aîné, Marien Ngouabi Jr., né du premier mariage avec la française Clotilde Martin, quitte les siens pour échapper à la sieste forcée que lui impose son père. Il descend l'escalier et, arrivé au secrétariat, il voit le garde présidentiel en dessous et un autre capitaine armé d'un revolver. 2 à 3 autres personnes sont assises à côté de l'officier. Il leur demande la raison de leur visite. Dehors, il constate un calme inhabituel à la présidence. Il remarque aussi qu'il y a moins de soldats de garde que d'habitude.
L'adolescent de 14 ans va se mettre sur la balançoire. Quelque temps après, il aperçoit son père en train de se bagarrer avec 3 personnes. Le président demande de l'aide. Ancien élève de l'école des cadets, le jeune homme prend le volant d'une voiture garée non loin, se rapproche puis entend des coups de feu. Arrivé au poste de garde, il crie au secours, mais les militaires pourtant censés protéger le chef de l'État prennent la fuite devant les assaillants. Il descend de la voiture et se saisit d'une arme et des chargeurs qui s'y trouvent. Ça tire de partout. Il abat une personne qui tente de se relever, puis il découvre enfin le corps de son père inanimé et étendu à même le sol. Le président a la mâchoire cassée, les dents arrachées, les yeux grandement ouverts et baigne dans une mare de sang. Mortellement touché, il est conduit à l'hôpital militaire dans une Peugeot 504 conduite par Marien Junior, qui croit que son père a été tué par en dessous son propre garde. Un détail troublant dans cette histoire, le médecin qui examine le cadavre d'Ongwabi remarque qu'il a la carotide tranchée et porte des trous dans le dos. Mais le corps et les habits sont propres et ne portent aucune trace de sang. Une autre version affirme que Marien Ngouabi a été assassiné en dehors de la résidence présidentielle, tombé dans un véritable guet-apens. Mais ce 18 mars, lorsque le président meurt sous les balles de son ou ses assassins, le peuple n'est au courant de rien. Cependant, la triste nouvelle est déjà diffusée par tous les médias occidentaux. Certaines mauvaises langues affirment que l'actuel président congolais, Denis Sassou Nguesso, ne serait pas étranger à cette affaire. Au point où on en est, difficile d'être encore surpris. Allez savoir. Numéro 5. Melchior Ndadaye au Burundi. Être assassiné par coup 3 mois après avoir gagné les élections présidentielles, ce n'est pas vraiment la définition de la chance. C'est pourtant ce qui est arrivé à Melchior Ndadaye, un Hutu devenu le premier président démocratiquement élu du Burundi. En effet, Melchior Ndadaye est assassiné au cours d'un coup d'état sanglant dans la nuit du 20 au 21 octobre 1993. À l'aube de cette journée, les soldats attaquent le palais présidentiel d'où Ndadaye arrive à s'enfuir. Le palais quasiment détruit, la traque du président s'achève dans le camp militaire où il est arrivé à se réfugier. Au cours de ce coup d'état, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'administration du territoire et du développement communal sont tous assassinés. Ce coup de force va déchaîner des violences interethniques terribles dans tout le pays, déclenchant une guerre civile qui fera, selon les estimations, jusqu'à 200 000 morts. C'est aussi l'un des événements majeurs qui entraînera le génocide des Tutsis par les Hutus. Numéro 6. Juvenal Habyarimana au Rwanda. C'est probablement le coup d'état qui a eu les conséquences les plus graves. En effet, dans la soirée du 6 avril 1994, vers 20h30, le président rwandais Habyarimana, le président du Burundi, Cyprien Tarimira, ainsi que plusieurs hauts responsables du Rwanda et du Burundi sont tués à bord de l'avion qui les ramène de Tanzanie, après avoir participé à un sommet consacré aux crises burundaises et rwandaises. Leur Falcon 50 avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali lorsqu'il a été frappé par un tir de missile sol-air. Les circonstances exactes et les responsabilités de cet attentat ont fait l'objet de vives controverses. Sur le moment, les Belges sont accusés par les autorités génocidaires d'être auteurs de cet attentat. Dès le lendemain, les extrémistes Hutus éliminent les éléments modérés du gouvernement, dont notamment la première ministre Agathe Uwilingiyimana, avant d'exterminer les populations civiles Tutsis ainsi que les Hutus qui s'opposent à eux. C'est le début du génocide rwandais qui fera 800 000 morts. Après le génocide, 2 principales thèses s'affrontent. Selon la première thèse, l'attentat aurait eu lieu sur ordre de Paul Kagame. Selon la seconde, il aurait été perpétré par des extrémistes Hutus. Dans tous les cas, c'est une bien triste histoire. Numéro 7. Laurent Désiré Kabila au Congo démocratique. La mort de Laurent Désiré Kabila est pour rappeler que la confiance ne doit pas exclure le contrôle. Ce mardi 16 janvier 2001, devant la porte du bureau présidentiel, quelques militaires devisent tranquillement avec un fonctionnaire du protocole. Peu avant 14h, un jeune soldat de la garde, selon nos informations un caporal du nom de Rachidi, arrive et demande à aller présenter ses civilités au président. En d'autres termes, il veut tout simplement aller saluer Kabila. Ailleurs, pareille chose est peut-être impensable. Ici, comme dans beaucoup d'autres pays africains, n'importe quel quidam peut pénétrer dans le bureau présidentiel pour peu qu'il compte des amis ou des parents au sein de la garde ou du protocole. C'était un vrai foutoir autour de Kabila, raconte ainsi Jean-Claude Vwemba, qui préside le mouvement du peuple congolais, un parti d'opposition. On y entre et on en sort comme on veut. Les conseillers, les ministres, voire de simples plantons entrent à leur guise, interrompent de manière tonitruante les audiences pour faire paraffer des documents, pour annoncer un autre visiteur ou simplement pour saluer le maître des lieux. Les soldats de faction devant le bureau présidentiel laissent donc Rachidi, un Kadogo, un simple soldat de base, pénétrer dans le sein des saints. Il se dirige calmement vers Kabila, en pleine conversation avec son conseiller, dégaine son arme et lui tire dessus. Le chef de l'État s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre.
Mota se met à hurler pour rameuter la garde. L'aide de camp, qui est en même temps le chef d'état-major particulier du président, le colonel Edi Kapan, un Katangé, formé en Angola, et quelques soldats font irruption dans le bureau. Ils découvrent le président allongé par terre, en plein délire, et se vidant de son sang. À ses côtés, accroupi, le conseiller économique essaie de le soulager par un massage. Le caporal Rachidi tente de s'enfuir, il est aussitôt abattu par la garde. Dans ses affaires, on trouvera une missive signée de l'attaché militaire de l'ambassade américaine de l'époque. En cas de problème, contactez ce numéro. Son fils, Joseph Kabila, accédera au pouvoir quelques jours plus tard. Qui a réellement tué Kabila? On vous laisse le dire dans les commentaires. J'espère que cette première partie vous a plu. On revient très vite pour la deuxième partie de la vidéo. En attendant, allez consulter nos pages sur tous les réseaux pour plus de contenu. À très vite les gars, on est ensemble.